souvent j'ai des réponses de type bah alors j'ai fait des posts, j'ai fait un mailing, et puis ça s'est bien passé. Mais c'est pas qu'est-ce qui a bien marché ça. Il faut faire l'effort de répondre correctement à la question. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché? Ce qui me fait rire souvent, c'est comment tu le mesures. Bah je sais pas. Donc tu vois, c'est... Ok. Là t'as voulu faire un coup mais t'as pas fait un business, t'as fait un coup. On en parle tout le temps entre nous. On disait l'autre jour les gens s'en fichent. Et il y a plusieurs niveaux de s'en fiche, mais ça finit toujours par... À la fin, je m'en fiche de si ça a marché ou pas. L'école française est extrêmement punitive, on le sait. On pouvait entendre des vieux profs de type quand on sait pas, on se tait, tu vois. C'est pas une école de la participation, c'est une école de la correction. Il faut être correct ou se la fermer. Qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Cette semaine, je suis allé à un enterrement. J'ai fait un post-mortem. C'est vrai en plus. Je sais pas toi comment tu fais, mais moi en tout cas quand je fais quelque chose qui marche pas, j'en ai parlé la semaine dernière. Hein. J'ai expliqué comment je m'étais fait bâcher là. À 2 pas de la ligne d'arrivée et pourquoi mon projet n'a pas abouti et que je suis dans quelque chose qui ressemble pas à un van. Donc cette semaine, je me suis posé et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Pourquoi je suis arrivé dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui et j'ai découvert il y a longtemps ce terme de post-mortem qui m'a fasciné, je trouvais ça très beau. Qu'est-ce que tu fais toi? Ouais, je fais un post-mortem. C'est toujours ça super vient pas classe. Mal du monde du développement aussi d'ailleurs. C'est bah ouais, donc j'ai fait ça. J'ai fait un post-mortem et j'ai attrapé mon projet, j'ai regardé, j'ai listé les choses, je me suis dit ok, ça a marché, ça a pas marché. Et comme c'est un exercice qui a l'air tout con, tu listes. Et je l'ai fait avec plusieurs personnes. Comme ça, j'ai agité un peu le sujet. Comparé aussi à ce que moi j'estimais qui n'avait pas marché, mon point de vue sur la situation avec d'autres qui m'ont dit bah non, ça a plutôt bien marché. Je fais ah ouais, je l'avais pas vu comme ça. Je l'aurais pas vu comme ça. J'aurais pas dit que ça avait bien marché sur cet angle-là, etc. Donc voilà ce que j'ai fait cette semaine. Pour la rétrospective, qui marchent pas. C'est amusant que tu me parles de ça. J'ai un post LinkedIn qui est prévu pour demain. Sur un petit framework qu'on utilise maintenant depuis un bon moment, depuis 2 ou 3 ans, je dirais, facile, et que j'utilise maintenant de plus en plus avec les clients depuis 1 an et demi. Et c'est ça tout simplement. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas? Alors c'est bien prétentieux de l'appeler un framework, mais c'en est un dans le sens où c'est 2 questions qu'on pose régulièrement, et il faut se forcer à répondre à la question. Et c'est plus bête que ça en a l'air, plus compliqué que ça en a l'air, ce qui est assez finalement amusant. Plus compliqué. Et ça me pose question que ce soit compliqué. Alors souvent, qu'est-ce qui se passe? Je parle avec... je coach des juniors, on va dire. Et donc, il y a un tableau. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a pas marché? Et souvent, j'ai des réponses de type... bah alors, j'ai fait des posts, j'ai fait un mailing, et puis ça s'est bien passé. Mais c'est pas qu'est-ce qui a bien marché, ça. Il faut faire l'effort de répondre correctement à la question. Et qu'est-ce qu'on entend par là? Quand on dit qu'est-ce qui marche pas, c'est bien identifier une chose qui fonctionne, quelque chose qui est un process, quelque chose qui roule, ou un succès qui a été obtenu. Et donc l'intérêt de faire ça, c'est que ça permet, on a souvent la distinction quand on parle d'entrepreneuriat, de travailler dans le business et sur le business. Ça marche mieux en anglais parce qu'on a on et on the business, in the business. Et quand on est dans des petites structures, on doit toujours faire les deux. Dans toute équipe, on va toujours faire un peu des deux, mais à des degrés divers. Dans une petite équipe, on fait beaucoup des deux et on fait surtout beaucoup de in. Et on en fait souvent un peu trop. Et donc, il faut faire l'effort d'aller vers le on the business. C'est-à-dire travailler sur les systèmes, sur le fonctionnement, sur les process. Et pour faire ça, il faut quand même se forcer à faire cette transition du mode exécution au mode systématisation. Et ça demande peut-être ce framework ou des outils comme ça qui nous obligent à nous mettre dans le mode. Mais ces outils, ces frameworks ne marchent que si on se force à les respecter. Ils sont là pour ça en fait. Il faut le voir comme un exercice, comme un puzzle. C'est un peu ça en fait, parce que c'est marrant ce que tu dis là, parce que ça donne... Pourquoi ça a échoué, ton truc? Ah mais t'as raté ta propale, t'as niqué ton closing, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça... Ok, ça, d'accord. Et puis j'ai eu d'autres conversations où on me dit, bah non, je les avais eues avec toi aussi, tu vois, dire, bah non, en fait, là, t'as voulu faire un coup, mais t'as pas fait un business, t'as fait un coup. Ok, est-ce que c'est la bonne approche? Est-ce que c'est pas la bonne approche? Puis on a un échange, et tu dis, bah non, regarde, moi, ce que je t'ai proposé, c'est de travailler sur ton business Jobs to be done tour.
tu es quelqu'un qui réalise des interviews, va réaliser des interviews en France si tu as envie. Et là, toi, tu es parti faire du marque média pour un interlocuteur. Ok. Et c'est vrai que déjà, dans ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, c'est ce que tu parles de la bonne chose. Parce que, évidemment, si on me dit, tu as raté ton closing, mais closing de quoi? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui me fait rire souvent, c'est comment tu le mesures? Je sais pas. Donc, tu vois, c'est ok, tu sais pas. Comment tu peux dire que ça a marché si tu n'avais pas d'idée de comment tu allais mesurer le truc, par exemple? Voilà. Et c'est bien ça que servent ce type de framework simple, c'est qu'ils te permettent de trouver, d'identifier comme ça des choses toutes bêtes mais que tu n'as pas. Et on pourrait croire qu'avoir des métriques c'est la base, mais ça ne l'est pas dans beaucoup d'entreprises, surtout à la taille dont on parle. Et donc le simple fait de poser la question résout beaucoup de problèmes. Alors c'est très rigolo parce que j'avais préparé des visuels que je vais montrer dans 2 minutes. Et voilà ce que tu as trouvé sur ton bureau. Mais je vais commencer par parler des bénéfices et puis après on va parler aussi de ce que ça permet d'éviter en termes de dysfonction. Et c'est vraiment intéressant. Donc accrochez-vous. Donc, l'intérêt de bien répondre à cette question, c'est d'identifier à la fois des opportunités. Ce qui a bien marché, il faudrait en faire plus. Et puis ce qui n'a pas marché, il faudrait trouver des solutions. Et chercher des solutions, c'est déjà une activité très satisfaisante. Ça permet de se faire un fameux backlog et d'avoir cette logique agile où on corrige les choses l'une après l'autre. Et si on veut le visualiser, je vais partager l'écran. Il y a cette logique d'effets composés dont on parle beaucoup, notamment en finance. Les intérêts s'appliquent au principal précédent plus les intérêts. Donc, on gagne toujours de plus en plus. Et c'est vrai aussi pour des améliorations. Chaque amélioration s'appuie sur des améliorations précédentes. Et donc, on retrouve là tous les bénéfices de l'amélioration continue. Alors, je vais partager l'écran. C'est très schématique, mais c'est mathématique. Ah, cool. Le fameux 1% tous les jours qui fait 31 au bout d'un an. C'est quelque chose qu'on visualise pas, les fameuses exponentielles. Et c'est vrai que si tu rajoutes 1% à un intervalle fixe, tu as bien une exponentielle. Alors, elle va commencer très plate, mais n'empêche qu'au bout d'un an, tu as fait x31. Donc ça, c'est très schématique, mais ça nous donne cette idée que quand on améliore quelque chose en permanence, on a des résultats beaucoup plus impressionnants. Donc pour faire ça, un petit outil comme celui-là est très efficace et va permettre de nourrir ces cycles agiles dont on parle tout le temps et puis qu'on va peut-être partager aussi à l'écran dans 2 minutes avant d'aller chercher des idées exotiques, des hacks comme on dit en growth hacking. On cherche pas des hacks, on cherche juste à résoudre des choses qui marchent pas et à double down, à remettre sur le tapis des choses qui marchent. Souvent aussi on le fait juste pour des canaux. On a nous par exemple un outil qui est la matrice produit canaux. On a une liste de canaux, on a une liste de produits, et puis on va mettre notre objectif, nos résultats pour chaque canal, chaque produit sur chaque canal, je vais y arriver, et on va pour chacun dire ce qu'on a obtenu, ce qu'on veut obtenir. Et souvent, quand on fait ça avec un client, on réalise qu'il avait un truc qui marchait et qu'il n'a pas renforcé ce canal, et qu'à côté de ça, il s'est obstiné sur des trucs qui marchaient pas. Ça paraît ridicule, mais c'est humain et c'est quelque chose qui arrive en permanence. Donc il faut se forcer comme ça à régulièrement dire qu'est-ce qui marche pas. On le fait au moins chaque semaine. Ça peut être dans un tableau, ça peut être dans un outil, ça peut être juste dans un document. C'est une bonne façon de commencer ces réunions et ça permet donc notamment de nourrir cette amélioration continue. Ça a d'autres vertus qu'on va voir juste après. Et qui sont liés c'est un côté très frustrant parce que c'est ce que tu dis, c'est au début. Putain, je pense à ça il y a 2 jours, je suis allé chez l'ostéopathe et elle m'a expliqué pourquoi mes cervicales, machin et tout. Je dis mais je le sais en fait, je le fais pas mais je sais exactement ce que je dois faire. C'est Qigong tous les matins, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, machin. Mais tous les matins. Et là, tu dis, non, c'est pas grave. Je vais chez l'ostéo, j'y mets 50 balles et dans la machine, et là, elle te fait clac, 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 elle te fait tout un tas de trucs, t'as des courbatures pendant 3 jours. Et ce que tu évoques là, en fait, c'est vraiment cette notion de fais-le un tout petit peu tous les jours, fais-le un tout petit peu tous les jours, fais-le un tout petit peu tous les jours, et au bout du compte, ça devient une routine, c'est complètement intégré, ça se passe bien. Je pense à plein de sujets, c'est un muscle. Boire de l'eau, c'est... Mais ouais, en fait, c'est un muscle qu'il faut entraîner. Et qu'est-ce qu'on entraîne quand on fait ce travail de ça marche pas? Déjà, on entraîne notre jugement, ensuite on entraîne notre honnêteté. Donc c'est là que je vais aller vers ce fameux bouquin que tu as trouvé dans ce bureau qui n'est pas le tien. Et c'est assez amusant vu que c'est exactement de ça que je voulais parler aujourd'hui. Je suis pas chez moi de la semaine. On l'a pas fait exprès. Voilà, c'est pas mon environnement. Et je range le bureau pour m'installer et je tombe là-dessus sur un truc qui s'appelle optimiser. Alors c'est à l'envers ici, optimiser votre équipe.
les 5 dysfonctions d'une équipe, une fable pour les dirigeants. Et c'est Patrick Lencioni. J'ai absolument pas lu le livre, hein, by the way. Ouais. Je me dis, mais à quoi ça peut servir? Et je vois plein de petites pyramides, donc je sais pas si c'est. Je tombe sur une page au hasard, je sais pas si c'est la même. Regarde mon mais écran, il y a une pyramide ça, aussi. Alors ouais, pourquoi une pyramide? Une pyramide, c'est drôle. C'est un bouquin, alors je connaissais pas le titre français, c'est un bouquin qui a été qui date un peu maintenant et qui explique les 5 dysfonctionnements d'une équipe, 5 dysfunctions of a team, et il te les met en pyramide comme ça. Donc bah évidemment le problème de surface, si tu veux, le problème ultime qui nous intéresse en tant qu'organisation, en tant qu'entreprise, c'est qu'on n'a pas de résultat, bien entendu. Mais il te dit, bah ça c'est l'étape 5 en fait, faut partir d'en bas. Et donc il remonte sa pyramide pour te dire pourquoi on n'a pas de résultat. Et bah parce que les gens ne sont pas responsables. Les gens promettent des trucs mais les font pas, etc. Pourquoi les gens promettent des trucs et les font pas, ou peut-être même qu'ils ne s'engagent même pas à faire les choses, ils sont pas engagés. Pourquoi les gens ne s'engagent pas? Parce qu'ils veulent pas de conflit. On en parlait la semaine dernière. J'ai dû me battre avec ma cliente pour lui faire avaler un truc qui était dans son intérêt, mais j'ai dû aller au conflit et j'ai été obligé. Et pourquoi on n'ose pas aller au conflit? Et bah parce qu'on n'a pas confiance. Si j'avais eu peur que la cliente me vire ou si j'avais été un peu moins autiste, bah peut-être que j'aurais pas été au conflit. Et donc si tu veux une équipe avec des résultats, bah ça veut dire qu'il faut commencer par la confiance. Il faut que les gens soient assez en confiance pour oser s'affronter, mais pas s'affronter pour le résultat personnel, mais s'affronter pour l'organisation. Les gens doivent s'engager, doivent respecter leurs engagements, et tout ça va te donner des résultats. Alors c'est pas tant lack of result, la version qu'on voit d'habitude, mais c'est attention aux résultats. Manque d'attention aux résultats. Et ça, on en parle tout le temps entre nous dans ce podcast. Cette fois-ci, j'essaie de ne pas éteindre. On en parle tout le temps entre nous. On disait l'autre jour, les gens s'en fichent. Et il y a plusieurs niveaux de s'en fiche, mais ça finit toujours par... À la fin, je m'en fiche de si ça a marché ou pas. Et donc, c'est là que nos deux questions très stupides deviennent utiles. Si tu poses la question toutes les semaines, est-ce que ça a marché ou pas? Déjà, tu es obligé de regarder les choses en face. Donc, tu crées aussi de la confiance. Tu crées de l'honnêteté. Tu te forces à être honnête. Pour faire ça, tu as besoin de métriques. Donc tu vas te forcer à être aussi plus technique, à obtenir les bonnes métriques. Ça va te permettre d'être honnête puisque tu as des métriques. Donc tu as tout un cercle vertueux qui est initié comme ça et tu vas résoudre, limite ces 5 dysfonctionnements, tu peux les résoudre juste avec ces 2 questions. Donc je m'étais fait une petite liste. Mais sur l'absence de confiance, bah forcément, si tu dis honnêtement devant tout le monde, ça marche, ça marche pas, c'est que tu as confiance que tu vas pas te faire virer. Toi, tu en sais quelque chose. tu es expert, je pense, en se faire virer à chaque fois que tu dis que ce qui marche et ce qui marche pas. On est d'accord. La peur du conflit. Ça, c'est clair. Et bah pareil, si tu cherches, on en parlait la semaine dernière, la paix sociale. Parce que t'oses pas dire ce qui marche pas, parce que tu veux préserver la paix sociale, c'est de la peur de conflit. Et donc, comment tu crées une culture où tu dis aux gens, bah oui, c'est ok de se battre jusqu'à ce qu'on soit d'accord sur ce qui marche et ce qui marche pas. Par contre, ce qui est important pour nous, c'est de le faire, enfin, c'est de trouver la vérité, c'est d'aller chercher des métriques et d'être honnête entre nous. Donc vous avez le droit de vous écharper un petit peu, mais écharpez-vous intelligemment, écharpez-vous en amenant des données, écharpez-vous en cherchant ensemble la vérité. L'autre, c'est quoi? Manque d'engagement. Bah, tout simplement le fait de converser de façon intense sur ce qui marche et ce qui marche pas, ça veut dire que tout le monde s'en mêle, tout le monde veut apporter sa pierre, tout le monde veut obtenir de nouveau la vérité des choses, un tableau fidèle de la réalité. Éviter la responsabilité, bah, une fois que tu as dit clairement ce qui marchait pas et que tu as cherché pourquoi ça marchait pas, tu vas bien devoir trouver, il y a sûrement des gens qui auraient pu faire des choses différemment et qui vont devoir assumer qu'ils ont pris des décisions, qu'ils sont responsables, qui vont peut-être devoir ajuster leur façon de travailler. Et enfin, attention aux résultats. Tu les vois. Tout simplement, c'est un peu la phase émergée. On a regardé les résultats et on a regardé les résultats qui apportaient ce qu'on attendait et ceux qui n'apportaient pas ce qu'on attendait. Donc voilà, on a 5 dysfonctions qui sont bien connues maintenant, qui sont un grand classique du management. La preuve, dans n'importe quel bureau bien achalandé, on trouve ce livre, même en français, il a été traduit apparemment. Et ben voilà, 5 dysfonctions qui sont résolues par 2 questions, mais il faut les poser toutes les semaines et il faut pas faire semblant. Il faut pas répondre à côté, j'ai fait ça, ça s'est bien passé, non.
C'est pas un update de ce qu'on a fait cette semaine, c'est pas qu'est-ce que t'as foutu cette semaine, c'est qu'est-ce qui a bien marché cette semaine. Ça doit être un vieux bouquin parce que je vois que ça vient du Canada. Et la personne chez qui je suis a vécu au Canada il y a plus de 25 ans. et la gueule de la couverture me dit que c'est un vieux bouquin. Mais tu vois, toujours d'actualité, faudrait les appliquer. Je reçois c'est tous les dimanches, j'aime bien c'est pas de la technique. La newsletter de Jean de la Roche-Brochard qui parle de ça, qui dit que le truc qui... C'est pas ce dimanche, c'était le dimanche d'avant, il explique qu'il est dans le TGV, qu'il y a un mec à côté de lui qui mange un truc, ouais, ce qu'il rend fou du thon et des œufs, là, un œuf au thon, et il parle de cette malhonnêteté intellectuelle. Il est ouvert, mais je l'ai pas lu. C'est ça, en fait, cette notion de malhonnêteté intellectuelle, c'est ce que tu dis. La malhonnêteté intellectuelle veut que tu... Ouais, ben tu vois, tu le sens quand tu parles d'un truc et quand tu évoques la notion de ce qui a marché, là, ça va, tu vois, tout le monde. Hein? Qu'est-ce qui a pas marché? T'as une espèce de c'est pas moi, non. C'est pas moi, tu c'est pas lèves vrai, la main, ouais, t'exagères. Je le prends pour moi. C'est 2002, tu vois, la fin quand ouais, me semblait bien. Quand je tourne autour et que je demande aux gens et je leur dis OK, tu veux bien me faire un petit ping-pong sur quel sujet? Bah regarde, j'avais un super projet, 150K, je devais faire ça, et puis là, ça n'a pas marché. Je demande pas ce qu'on y aille avec des pincettes. Il y a dans un des points que tu évoques, ce qu'on oublie souvent, j'en parle pas mal ces derniers temps, c'est préserver la relation sur les intérêts individuels, en fait. Et c'est ça, c'est de pas oublier que on est en train de boxer le problème, pas l'individu avec qui on est en train d'échanger. Même si c'est si ça peut être intense. Ça demande cette base de la confiance qui est en bas. Dans le truc de je me fais virer tout le temps, maintenant je suis un peu plus fin. Ouais, aujourd'hui je le précise en fait, je dis attention, je suis une tête de nœud, je suis bien conflictuel, j'adore puncher, j'aime bien me faire puncher aussi. Je pose le cadre de viens, on monte sur le ring, mais t'inquiète pas, on a des gants et c'est fait juste pour... C'est de la boxe, gars, viens, on le travaille. Mais par contre, le but du jeu, c'est après d'être chaud. Laurent Sébarek, qui est sales coach, c'est ce qu'il m'avait mis sur mon post LinkedIn. Il m'a dit, ouais, c'est bien, gars. C'est que tu pensais que c'était le combat et en fait, c'était l'entraînement. Et l'entraînement est beaucoup plus rude que le combat, généralement. De vrai, c'est un bon entraînement. C'est aussi cette notion-là. Quand on parlait de décrochage, là. Si c'est un bon entraînement, de vrai. J'approche des 80 décrochages, je te garantis que mes 80 décrochages faits exprès, surtout les premiers, étaient plus stressants et plus bordéliques que ceux que j'ai eu accidentellement pendant la pratique. Donc ouais, je te confirme, un bon entraînement est plus, ça m'a plus dur. Il dit un bon entraînement est plus dur que le combat ou que l'événement que tu dois... Et en fait, c'est un peu ça, c'est de se dire, ok, on est entre nous, on est face à ce problème, viens, on va le boxer. Que tu fasses ton approche en étant très... ce que j'appelle data-driven, qui est vraiment ton profil, qui est, ok, super, pas de problème, j'entends, ouais, super, sors-moi la data, ouais, mais pourquoi, elle vient d'où, c'est quoi ta data, à quoi ça ressemble, etc., etc. Ou que t'aies mon approche en disant, viens, je vais t'attraper par les tripes, allez hop, je te fais le truc du dragon, là, hop, t'as rien vu, et d'un seul coup, t'es vrillé sur ta chaise, tu sais plus quoi répondre. Dans les deux cas, ça revient au même, c'est détends-toi. Ça va bien se passer. Cette histoire, en même temps, ça m'emmène sur cet aspect culturel. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai vraiment pas bossé aux États-Unis, mais je le vois souvent. On m'en parle souvent. Cette notion de culture de l'échec et de prise de risque, en fait. Ça va aussi avec qu'est-ce qui a pas marché. Si tu es très tranquille sur cette culture de l'échec et du test et de donner l'autorisation de te planter, peut-être que tu rentres plus facilement dans ces échanges et plus honnêtement de ça a marché, ça n'a pas marché. Qui remonte à l'école. L'école française est extrêmement punitive. On le sait. Tu peux entendre des profs, en tout cas on pouvait entendre des vieux profs de type quand on sait pas on se tait, tu vois. C'est pas une école de la participation, c'est une école de la correction. Il faut être correct ou se la fermer. Ouais. Ça, je l'ai vu plus d'une fois dans l'école française. Mais... Alors que moi je suis très joueur, si tu veux, par exemple, je l'ai pas mal vécu. 9 ans, 11 ans. J'aime bien me tromper, tu vois. Ouais, voilà. J'aime bien répondre pour répondre, essayer, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Techniquement, enfin, le cerveau marche comme ça. On apprend par des essais nombreux, moins nombreux que ces intelligences artificielles qui doivent faire des millions d'essais avant de réussir. Nous, on apprend plus vite, beaucoup plus vite, mais on doit quand même faire 10, 20, 30, 100 essais parfois pour vraiment apprendre quelque chose bien finement. Et c'est vrai qu'une école de la correction où tant que tu sais pas, tant que t'as pas compris, t'essayes pas,
Et on trouve des gens en France qui sont un peu comme ça, neurosés, c'est pas un mot, et qui te disent non, je peux pas faire quelque chose tant que j'ai pas compris exactement comment le faire. Et si je peux pas le réussir du premier coup, je peux pas le faire. J'ai eu des gens à ce niveau de névrose quand même. J'appelle ça une névrose. Hein. Les gens vont dire que c'est leur fonctionnement, mais c'est pas leur fonctionnement. C'est un trauma. Et c'est un trauma qui vient d'où ? Qui vient de cette culture qui est très punitive, qui est très dans la correction au lieu d'être dans l'expérimentation. Et je pense que c'est beaucoup moins comme ça dans d'autres pays, et notamment les États-Unis. Je n'ai pas expérimenté directement, mais je pense que l'attitude enseignante est un petit peu différente. Moi non plus, mais en plus tu parles des profs d'avant. Je pense que ça va mieux, mais pas tant que ça, parce que là je passe du temps avec des gamins et je maintenant, vois c'est l'inverse. leur comportement. On donne plus de notes. En fait, non, c'est pas fou. Ah, tu sais quoi, je pense qu'il y a un leurre là-dessus. Il y a une espèce de leurre de je mets plus de notes, je mets des couleurs, je mets du rouge, je mets du jaune, je mets du vert. Ça reste une évaluation. Ça reste une évaluation. Tu sais ce qui est rigolo ? Je compare parce que j'ai 2 nièces et un neveu, et j'ai un neveu autiste. Et en fait, finalement, lui, on lui laisse plus l'opportunité d'être dans le test and learn parce qu'on se dit, ok, il a besoin, il a un fonctionnement atypique avec lui, on et n'a pas par le choix, conséquent. Ouais, en fait, c'est drôle. Pardon, je suis en temps réel, mais je réfléchis à ça parce que je les vois évoluer et j'ai mes nièces qui ont quand même vachement la trouille de tester et de se dire, ok, c'est pas grave, en fait. J'en sais rien. Il y a une différence de genre aussi. Et quand tu entends... Il y a une différence de genre aussi. Hein, les filles sont plus élevées dans la correction, raison, et les garçons sont un peu plus élevés dans la... C'est toujours c'est pas universel, mais culturellement, on tolère beaucoup plus de tu sais où tu bordel peux, des garçons. Tu peux les flaguer complètement. Mais là où ça devient flag, c'est quand ils jouent. Quand les enfants jouent, tu les regardes jouer, tu regardes comment ils font. Et c'est très marrant ce que tu dis sur l'école et pourquoi tu dis que c'est un trauma. C'est que quand moi je game, je joue au même jeu que mes neveux et nièces, tu vois. Là, ils m'ont montré un truc de chez Supercell, j'ai regardé, je dis, ouais, comment ça marche et tout. Alors, tu sais, là, tonton, faut que tu fasses ça comme ça, là, les points, là, le machin, le truc. Tu dis, ouais, vas-y, c'est pas grave, passe le truc, tape dedans. J'ai eu, et après on va reboucler, mais j'ai eu hier, il y a eu le ping-pong entre un mec qui dit, à propos d'Oussama Ammar, qui a dit, les business plans, fuck. Dégager les business plans, on s'en fout complètement. Et le type dit, ouais, je pense qu'Oussama, il a pas tout à fait voulu dire ça. En fait, ce qu'il a voulu dire, c'est que c'était mal utilisé. Et Oussama dit, non, j'ai dit qu'il fallait pas. Exactement dire ça. Oussama l'a dit, je veux exactement dire, pas de business plan. Scolaire. Résultat des courses. Ça fait des entrepreneurs scolaires. Résultat, j'interviens et moi, je réponds au gars, parce que le gars, il dit, oui, mais qui sont mes clients, qui est machin, que je dis, attends 2 secondes. Ah oui, tu nous as sorti ton ballon, là. Et là, je suis en accord. Je suis en accord avec Oussama. J'ai mis 40 000 balles, j'ai fait un BP, j'ai fait des slides, j'ai dit qui sont mes clients, les clients idéaux, tout le bordel. Tout le monde m'a dit ah bravo, comme à l'école. J'avais les félicitations du jury, c'était la première fois de ma life quand même, à 30 ans. Résultat des courses, c'est ce que je disais dans le post. Il n'y en a pas un qui m'a dit tu vas mettre un ballon gonflé à l'hélium avec un appareil photo dans une nacelle, le tout à Marseille où il y a 300 jours de vent. Et puis pas du petit vent. Ton truc, ça va jamais marcher. Donc, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas? Si au moins quelqu'un m'avait fait à l'époque, le black hat, mais qui n'existait pas malheureusement. C'était avant que j'ai fait ça. Mais tu vois ce que je veux dire? La notion de black hat, de faire cet exercice avant de se lancer. Alors, chapeau noir, vas-y, on va l'expliquer 2 secondes parce que tout le monde connaît pas. Donc il y a un framework qui s'appelle les 7 chapeaux et qui te donne. Parce que les gens, si tu veux, quand ils font un débat non structuré, ont tendance à, selon leur culture et leur personnalité, à se mettre par défaut dans un mode donné. Alors les Français vont être très chapeau noir pour le coup, très critiques. Mais selon le contexte, ça peut être l'inverse. Les gens vont être très positifs parce qu'ils veulent pas froisser, ou très négatifs, ou très anxieux, ou très créatifs. Donc ça dépend de la personnalité, de la culture et du contexte. La méthode des chapeaux te donne une liste de chapeaux, va te donner les 7, je crois, 7 ou 8 façons d'échanger autour d'une idée. Et ça te permet de dire ok, je mets mon chapeau noir, je mets mon chapeautant, et ça permet aussi aux autres personnes de dire bon, s'il te plaît, là tout de suite je suis dans une phase où j'ai besoin du chapeau jaune, j'ai besoin de créativité, où j'ai besoin de voir les aspects positifs, et vice versa. Il y a un moment où tu peux dire alors maintenant j'aimerais que chacun mette son chapeau noir et challenger mon idée, ou vice versa, tu peux toi avoir une idée, dire est-ce que je peux mettre mon chapeau noir. Donc
C'est très visuel comme ça, et ça permet de délibérément changer de mode et de choisir de quelle façon on va réfléchir, de quelle façon on va regarder une idée. C'est très puissant ces mini frameworks parce que tu vois, bah, je le fais maintenant. C'est-à-dire que quand je démarre un projet, une mission avec un client, je lui dis ok, stop, ok, super. La mission s'arrête dans 90 jours. Dans 90 jours, c'est un carnage. On a juste absolument tout foiré. C'est un vrai merdier. C'est Vietnam, les gars. On est en plein dedans. Pourquoi on est arrivé à cette situation? Ah ouais, ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je fais un primortem, c'est ça. Et j'utilise, vu que j'ai quelques pessimistes chroniques dans mon entourage, c'est les premiers que j'appelle. Salut, j'ai une idée. Viens me dire pourquoi ça va pas marcher, pourquoi ça va chier total. Et en fait, c'est très bon parce que c'est notre méthode. Tu peux appeler les gens qui ont un chapeau permanent. C'est une autre façon de travail. Ben ouais. Eh ben, Philippe, en fait, aujourd'hui, je pense que dans une équipe, de plus en plus, j'arrive dans mon entourage, dans ma team élargie, je prends les individus dont j'ai besoin pour certaines compétences naturelles ou expertise ou ce chapeau justement de couleur. Donc ça marche très très bien. La culture d'entreprise, alors ça, je pense que c'est le truc, on pourrait en parler. Je disais à un CEO il y a pas longtemps, mais pourquoi tu te casses pas? Ah, ça fait toujours cet effet-là de casse-toi de ta boîte. Tu sers plus à rien aujourd'hui dans la gestion quotidienne de ton organisation. Ouais, mais alors qu'est-ce que je fais? Bosse que sur la culture de ta boîte, gars. Ça fait 10 ans, tu ne devrais travailler que là-dessus. Pourquoi parapente? Dis-moi. Je rigole parce que tu me dis je sers plus à rien, qu'est-ce que je fais? Donc comme c'est une activité relativement chronophage. Ah ouais. Mais oui. Fais. C'était en mode fais du parapente, si t'as fais du vélo, voilà, si t'es retraité, t'es retraité, tu vois. Ou lance un autre business. Gars, mais ça m'amusait juste quelqu'un qui sait pas quoi faire de ses journées. Mais je vais lui dire, on va faire du parapente. Franchement, je me dis, ce matin au petit-déj, j'étais là et je passe une semaine dans une maison où il y a des enfants, le truc que j'ai pas du tout, quoi, et que je veux pas du tout. Et là, ça se voit à ma tête, quoi. C'est adorable et usant. Et je me dis, ouais, il y a 2 trucs que j'ai pas fait dans ma vie, c'est avoir des enfants et avoir des collaborateurs. Et là, je me dis, en fait, aujourd'hui, si... Non, j'en veux pas. Et quelqu'un disait, bah oui, mais tu sais, le truc de faire ton business tout seul, bah, t'as besoin de toi en permanence, que quand tu montes un business avec des collaborateurs, au bout d'un temps, t'as plus besoin de toi pour que le business tourne. Et ça, c'est la véritable liberté, l'indépendance, whatever. Enfin, ça partait en débat philosophique. C'est une version très auto-centrée des décisions. Je me dis, why not? Mais qu'est-ce que je ferais? Donc ce matin, en buvant mon café, je me dis que peut-être j'en ai encore un fond. Oh yes, cool, je me dis, je ferais quoi si j'avais, à l'heure qu'il est, là, N collaborateurs qui bossent, etc. Et en fait, je ferais exactement ce que je fais aujourd'hui. J'ai dû expliquer à mon neveu qui a 12 ans, qui me regarde travailler, qui me dit, mais il me voit regarder des vidéos YouTube à 15 heures, tu vois. Le gamin, il comprend pas, il dit, mais tonton, mais tu fais quoi comme métier, là? C'est quoi ton taf? Je comprends pas. T'as l'air de faire plein de trucs. Là, je t'ai vu regarder des caméras de surveillance. Après, t'as regardé tu fais quoi, au juste? Et tu prends une claque à chaque fois, c'est horrible. Et en fait, je me dis, mais je bosse 2 jours par semaine. Je passe un temps fou à regarder ces sujets de culture, à naviguer, à tomber sur un bouquin comme ça, et j'avais prévu de faire un truc dans ma journée, et mon agenda explose, et je vais le lire. Et je réalise que dans cette histoire de culture d'entreprise, quand on me téléphone, je passe pas mal de temps au téléphone, d'ailleurs à 11h j'ai un call, faut pas que je zappe, je pose ces questions-là. Est-ce que chez toi tout le monde est en remote? Est-ce que tu les réunis une fois par mois? Est-ce que je passe mon temps à poser ce genre de questions-là. Et quand tu les réunis, de quoi vous parlez? Est-ce que vous parlez toujours de la même chose? Est-ce que vous avez des supports? Est-ce que vous préparez à l'avance? On a fait ce post l'autre jour sur... Morgane, elle est allée passer une semaine à Casablanca. Elle est au sein du groupe La Poste, passe 4 jours à Casablanca. Est-ce que tu as bossé? Non. Mais qu'est-ce que tu es allé foutre payer par ta boîte 4 jours à Casa, à aller manger tout le temps, etc. Elle me dit, ça fait 3 ans qu'on bosse avec une team, on s'était jamais vu, ils sont au Maroc.
Et c'est toute l'équipe de test. Et voilà, elle dit, bah ouais, on a bossouillé, mais en vrai, on a passé 4 jours à créer du lien, du contact, donc, et de la culture. C'est quoi la culture du groupe La Poste, de l'informatique au sein du groupe La Poste, sur une partie d'une filiale. Et quand elle est revenue, je ne vais pas demander alors ton équipe de test, machin. Non, c'est waouh. Voilà comment bosse un Scrum Master à Casablanca. Voilà comment un Scrum Master marocain travaille. Et on a eu, et c'était très intéressant elle me dit je dis, qu'est-ce qui t'a vraiment un point saillant? Elle me dit, bah, quand t'es un Scrum Master marocain, il se comporte comme un papa avec ses équipes. Il a 3 nanas. Il fait pas que le Scrum Master. Il y a un côté, il est en tant qu'homme dans cette société-là, il est responsable de ces individus-là, pas que professionnellement. Et là, tu dis, waouh, ça doit avoir des impacts de fou dans le travail. Et Morgane me dit, bah ouais, moi jusqu'à présent, je réalisais pas des fois pourquoi il y avait des trucs bizarres. Je comprenais pas pourquoi j'avais ce retour dans des user stories, Philippe, tu vois ce que je veux dire? Écrit dans une user story, dans un Jira, pourquoi j'ai une testeuse qui me fait ce feedback-là? Et là, elle te dit juste, mais moi, quand j'ai voulu que mes 2 testeuses, elles viennent avec moi un soir au restaurant, on m'a dit, bah non, t'es 3 meufs à Casa comme ça, vous allez prendre un taxi, vous allez vous balader. Et là, t'as une Morgane qui dit, mec, toi, t'es Scrum Master de je sais pas quoi, mais tu drives pas ma life. Et tu vois, c'est des cultures d'entreprise, mais c'est des cultures c'est de la culture, c'est la culture, enfin, c'est tout, quoi. C'est impressionnant. Et toi, tu le vois parce que tu bouges tout le temps. Tu vois, ça marche pas. Culturellement, j'imagine que de trempouiller dans différents pays, vraiment, tu trempouilles dans des pays, en attendant, t'es au quotidien dans des pays où les gens fonctionnent pas comme en France. Ou est-ce qu'il y a des pays où tu as senti que ça marche pas, c'est pas grave? Est-ce que c'est européen, notre bordel est-ce que ça a déteint sur toute l'Europe? Ah bah, la Méditerranée, notre peur de déjà. l'échec. Il y a des niveaux de. Ah, de la porte d'échec, pardon, je pensais que tu parlais du fait de l'inattention au résultat. L'inattention au résultat, pour le coup, il y a tout un dégradé. L'inattention au résultat, ça marche aussi. Ah bah alors là, vas-y, bien sûr. vas-y. Bah attends, là la gradation est infinie. Là, je suis en Turquie, c'est Est-ce qu'il y a des pays pas mal. Voilà. Tu sais, t'as Bali, la Turquie, la Grèce, Italie, Espagne, France. Après, les pays... Bulgarie, c'est pas mal aussi, on va dire plus au niveau de la Grèce, un peu au-dessus. Après, l'Europe centrale, c'est plutôt plus carré que la France, dans l'ensemble. Même s'il y a le côté post-soviétique qui fait que c'est un peu entre les deux. Angleterre, c'est assez discipliné sur pas mal de sujets et pas sur d'autres. Et après, j'ai pas trop passé de temps dans les pays les plus carrés. Le pays vraiment le plus carré que je connais, c'est la Suisse, qui est l'un des plus carrés du monde, évidemment. Et le Japon. Alors, je vais pas parler du Japon. Ok, je retire. Donc, la Suisse et le Japon. Voilà. Comme ça, si tu veux un dégradé complet du rien à foutre, merci. du tout à foutre. Et je connais moins le nord de l'Europe, donc je pense que c'est un petit peu entre deux. Une voisine qui a passé 8 ans à Londres, boîte pharmaceutique, revient en France, la même boîte. Donc, culture d'entreprise, tu dis pareil, ça s'appelle pareil. Et là, elle me dit, waouh, le choc. Elle est sortie de ses études, de son PhD, et c'est la même boîte. Elle bosse 8 ans à Londres, et elle est dans le pharmaceutique, et elle te dit, bah là, t'es à Londres, tu commences en bas de l'échelle, mais limite, t'es dans un lab, tu fais des manips. Si t'es doué, tu montes, tu deviens manager, ça fait pas de doute, quoi. Enfin, ça va tout seul. Ouais. Là, elle arrive en France. Elle tombe dans sa team. Elle a une équipe avec quelqu'un de brillantissime. Donc, elle va voir le RH. Elle dit, bah, lui, je le veux, quoi. Lui, je le veux, mais je le veux pour faire ce job-là. Et on lui dit, ah non, pas possible. Pas comme ça. Échelon, diplôme, tampon. Ah non, c'est pas comme ça que ça marche, ma chérie. Et là, elle a 30 et 35 ans. Et là, la meuf, elle est toute blasée. Elle te dit, ça fait 2 ans que je suis rentré. Ah, elle me dit, mais franchement, José Lito, parce qu'on parlait de ça, elle me dit, mais un pays qui a la passion de l'égalité, du mérite, etc. Mais le mérite à la française, c'est quelque chose. Hein.
Elle me dit, mais c'est la fête des voisins, elle me connaît pas, on se parle, on commence à discuter, elle me dit, non, je vais pas t'expliquer, je bosse dans la santé, je dis, ouais, super, vas-y, je bosse dans l'informatique, quoi, super, tu répares des imprimantes, tu changes les tonnerres, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, non, mais tu vas pas comprendre, je fais, bah, essaye, on verra jusqu'à quel point je suis débile. Elle me dit, bah, je fais ça, et là, c'est bon. Pendant 1 heure, on était complètement, oh, non, sérieux, tu bosses là-dessus. Et là, elle me dit, mais t'es qui, toi? Je dis, je sais pas, moi, je fais du marketing. Ok, et on a terminé à 2 heures du matin. Et c'est, mais qu'est-ce que tu fais, Joselito? Enfin, pourquoi t'es pas dans un grand groupe à faire ça? Je suis pas grand groupe compatible, en fait. Et elle me dit, non, je lui dis, tu sais, je suis un Joselito, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ci, je suis comme ça. Elle me dit, ah ouais, va bosser à Londres, gars, ça va rentrer tout seul. Ah ouais. Tu te dis, mais t'es sérieuse? J'y vais fin juin. J'étais à Londres au mois d'avril, tout le mois d'avril. J'ai rencontré quelqu'un sur place qui est dans l'édition. Alors elle est très multiculturelle, elle est américaine, d'origine serbe, mélangée à je sais plus quoi, allemand, machin. Et elle connaît très bien la France, elle parle français. Et elle me dit qu'elle a longtemps travaillé à Paris. Et alors, elle se plaint beaucoup de Londres, la bouffe, tout ça. Bon, ce que je trouve un peu exagéré, parce que si on a les moyens, on trouve ce qu'on veut. Alors oui, c'est plus cher, c'est un peu moins bien, etc. Mais on vit pas mal non plus, et puis t'as les vacances pour te rattraper. Mais elle me dit, niveau business, c'est la folie. Des projets qui traînaient, j'arrivais à rien monter en France, fallait montrer patte blanche en permanence, il se passait rien, tout le monde hésitait, ça mettait 6 mois, 1 an, 2 ans, c'était toujours pas fait. Elle me dit, je suis arrivé à Londres, en 2 mois, j'ai rencontré tout le monde, j'ai lancé 4 projets, tout le monde a dit oui, allez, c'est parti. Bon, voilà, tout le monde le dit, hein, c'est pas une vue de l'esprit, je pense. Et alors après, c'est la culture de Londres, c'est même pas la culture anglaise, britannique, ni rien, c'est vraiment la culture business de Londres. Donc tu as des sous-cultures, tu as la culture du business, tu as la culture de la finance, tu as la culture de la Silicon Valley, culture des startups, culture de l'informatique. Donc tu as des cultures, des sous-cultures, le tout influencé par ce qu'on a dit tout à l'heure, des systèmes d'éducation, des systèmes vraiment sociaux. En France, on a gardé cette espèce de logique aristocratique qu'on a reportée dans la structure républicaine, réinfusée au marxisme, et ça donne des trucs assez chelous, assez uniquement français. On a un mélange de marxisme, de républicanisme et d'aristocratie. On retrouve une structure aristocratique dans la fonction publique. C'est assez hallucinant. Grave. Voilà ce que je retiens de ces frameworks, mini-frameworks, etc. L'intérêt que j'y vois vraiment, c'est quand tu dois faire toi l'effort de dépasser ta culture. C'est 2 choses ensemble, c'est-à-dire 1, avoir un framework, plus 2, compound effect, de travailler un peu dans la durée. Je vois pas d'autres moyens aujourd'hui pour sortir, pour s'extraire à ces trucs culturels qui sont ancrés, qu'on voit même pas, hein, qu'on intériorise tellement qu'on n'en a pas conscience. Parce que quand tu le dis, ah ouais, t'as raison Philippe, ah ouais, c'est évident. Comment je le fais? Le lendemain, cet après-midi, tu vas faire pareil, hein, tu vas le pratiquer, parce que c'est ta culture. On parlait avec Morgan Pellissier quand il était venu dans ce podcast, on parlait de culture et à quel point la culture est puissante. Je pense que tu mets le doigt aussi sur pourquoi la culture est puissante. C'est quand tu fais une culture d'un groupe, on parlait de sous-culture à l'instant, c'est sous-culture, et les sous-cultures qui naissent d'un groupe donné, un groupe d'amis, un club sportif. Quand tu rentres dans certains sports, tu te dis « Ah, c'est génial, tout le monde est trop bien dans cette communauté », et puis au bout de 3 ans, tu vois qu'il y a des cons partout. Mais tu as quand même cet effet de te dire « Ah, j'ai un taux de bonheur dans cette communauté-là qui est pas le même. » Parce que les gens qui sont là-dedans, ils ont un certain ensemble de qualités, de vertus, d'attitudes, qui fait que je me sens mieux. C'est pas la norme du pays et de la culture, de la nation, etc. C'est une norme qui est différente. Et ça reste une norme, avec une distribution normale ou plus ou moins. Et des gens un peu marginaux, mais il y a quand même une norme, une sous-norme qui est différente et qui me convient mieux. Et c'est la même chose pour une organisation que toi tu crées, une start-up, une entreprise, une association. Tu vas créer une sous-culture qui pourra avoir une norme différente de la culture moyenne du pays ou de la civilisation ou de la société où tu te trouves. Et c'est aussi la force de ça, c'est que tu vas créer des résultats différents, une performance différente, un bonheur différent. Et les gens qui ont été dans des boîtes avec des bonnes cultures, ils en gardent des souvenirs incroyables. Ils pourraient en parler tout le temps. Ils sont vraiment fans, quoi, tu vois. Par les gens qui ont été dans une bonne boîte, ils sont vraiment fans. Ouais, et c'est donc, vrai. Tu annules les barrières créées par ta culture de naissance, on va dire.
Donc c'est des sous-cultures bien sûr parce qu'elles Ouais, sont ouais, c'est affectées vrai. par. Allez, on va finir avec quand même un aspect un peu pratique. Je vais remontrer les cycles growth hacking, growth Oui. marketing. Allez, donc tout le monde connaît ça. Faut que j'arrête de dire des choses comme ça. La plupart d'entre nous connaissons cette idée générale de on choisit une métrique à améliorer, on comprend nos utilisateurs, c'est la partie de José Lito. Il fait le tour de France et il revient avec des interviews et une restitution. Et on trouve des idées, on classe nos idées, impact effort, on fait des tests de certaines idées, on voit ce que ça donne, on voit si ça a bien marché ou pas, et on continue à ranker les idées suivantes, etc. avec cette idée de backlog, de sprint. Donc ça, tout ça vient de l'agile. On parle de growth hacking, growth marketing, ou la grosse pour les Français. Mais la question c'est où est-ce qu'on trouve ces idées? Alors on les trouve dans les résultats, et les résultats, ils viennent aussi de, je te le donne en 1000, et 1000, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc ce genre de petites structures qu'on répète en permanence permettent, on parlait d'amélioration continue, d'alimenter ces cycles de growth marketing, mais de développement produit, d'expérience de marketing. Toute la structure de l'entreprise peut être améliorée avec cette logique en fait. Grave. Donc à pratiquer, c'est simple à expliquer. Pas si simple qu'on pense parfois, je me rends compte que ça paraît logique, mais ça n'est pas tant que ça. Alors ça, c'était un dernier point. Ouais, vas-y. On fera un épisode là-dessus, on parlait... j'ai une réflexion récemment sur la valeur des consultants. Et les fameux, tous les Better Call là, qui sont un peu à la mode depuis que Oussama a fait le sien, Better Call Us. Et tu te dis putain, les gens ils prennent tant que ça à l'heure, etc. Alors il y a la fameuse la palissade Picasso, non ça m'a pas pris 3 minutes, ça m'a pris 30 ans. Tu sais, pour le petit dessin sur une serviette en papier. Mais là, Elon en a sorti une bonne récemment, qui était un peu une métaphore des intelligences artificielles. Il a dit l'entraînement est difficile, l'inférence est facile. Donc il a repris le vocabulaire intelligence artificielle. L'entraînement est difficile. Vas-y. Il a passé 30 ans à faire des boîtes, à faire de l'ingénierie, etc. C'était dur, il a transpiré, il a pas beaucoup dormi, il a appris des millions de choses, il les a pratiquées, il a fait toutes les erreurs du monde. L'inférence est facile. Si tu as 30 ans d'entraînement, quelqu'un vient, il t'appelle 30 minutes, tu as vu tous les problèmes, tu lui as donné toutes les solutions. C'est ce que fait un Better Call Us, c'est ce que fait un consultant. Évidemment, avec toutes les limites et les nuances que vous voulez, mais la logique est vraie. Elle est vraie aussi en intelligence artificielle. Si tu regardes entraîner un modèle, c'est dur, c'est des centaines de milliers d'euros, probablement des millions de dollars de coûts et d'énergie, de temps machine et d'énergie, pour entraîner un GPT par exemple. À côté de ça, l'inférence est facile. Pourquoi ils peuvent nous le donner gratos? Ça coûte pas si cher que ça de l'utiliser. Même chose, des modèles comme ça, ils sont en train de voir pour les faire tourner sur les téléphones. Donc ils vont les entraîner dans des supercalculateurs, des trucs qui prennent un data center entier pendant un mois. Mais derrière, ils te sortent un fichier, tu le mets sur ton téléphone, et ton téléphone, dans 2 ans, sera capable de faire de l'inférence, c'est-à-dire d'utiliser le modèle sur ce que tu tapes dedans ou ce que tu lui montres. Même chose pour les voitures qui se conduisent toutes seules. Ils ont un super ordinateur qui travaille pendant un mois pour entraîner le modèle. Par contre, le modèle tourne dans le coffre de la voiture. À l'époque, on disait dans le coffre parce que ça prenait tout le coffre. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est une carte qui est, je sais même plus où elle est. Elle est quelque part dans la voiture, mais tu la vois pas. Elle est petite. Elle fait la taille d'un écran de laptop ou d'un MacBook. Donc ouais. Donc bonne analyse, je pense, pour tous les gens qui sont amenés à faire du conseil. Votre métier, c'est aussi de vous entraîner pour ensuite appliquer votre entraînement en condition pour vos clients. Utilisez des frameworks pour vous muscler là. C'est des poids, c'est des Exactement. poids, c'est des cordes. Utilisez les magnifique frameworks. Conclusion. Le framework est une façon de s'entraîner. Le framework, c'est le drill. Tu connais le mot drill? Voilà, donc des exercices répétitifs, simplifiés. En apprentissage, on parle de chunk. Tu sais, quand on apprend à jongler, tu fais une seule balle et tu fais attention d'avoir exactement la bonne trajectoire pour une balle. C'est un drill. Ou en boxe, on parlait de boxe tout à l'heure. 10 coups, toujours le même, t'esquives toujours pareil. Ou rajoute un niveau de complexité, 2 coups différents au hasard et tu dois les esquiver. C'est tout. C'est pas un combat. Je cherchais un bouquin physique, mais je l'ai pas, il est dans ma tablette. Mais c'est exactement ce que je suis en train de faire sur les interviews, c'est comment faire parler tes clients et pourquoi ils te parlent à toi et pas à moi et pourquoi machin.
Ouais, bah ton entraînement était très difficile. Bouquin sur les interviews clients, il y en a qu'une. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais les entraînements, en fait, c'est tape dedans, tape dedans, tape dedans, tape dedans, tape dedans, tape dedans, tape dedans. Et il y a des gens qui ont un unfair advantage parce qu'ils ont eu leur. Et je me rends compte que. Ouais. Mais l'entraînement peut venir de la vie personnelle en fait. Commercial, les gens passer mon. Ouais, voilà. Entre autres. C'est ça. On me dit, mais comment ça se fait j'aime bien parler aux gens, mais en plus, j'ai tellement pris l'habitude de questionner qu'aujourd'hui, on me dit, bon, bah, tu le fais pour du produit. Bon, ok, d'accord. Mais ce que je fais maintenant, et au-delà de ça, je reviens quand même de compétences sociales. Framework. Ouais. Oui, mais framework quand même, utile. parce que je sais pas ce qui marche et ce qui marche pas. Donc il me faut du framework pour améliorer le modèle en permanence. C'est ce que tu dis. Wow, super, top. Et le framework a cette valeur culturelle. Cool. Allez, oui. je la conclue quand même. Le framework a cette valeur culturelle de si le framework a été institué, si tu veux, ça devient un rituel. Et le rituel permet de forcer quelque chose qui demande un effort. Et c'est un effort qui est social, hein, on l'a dit. Dire ce qui marche pas. C'est intellectuel et social, c'est les deux. Ça demande l'honnêteté intellectuelle, mais ça demande surtout émotionnellement de se confronter à un truc qui n'a pas marché. Ça demande de discriminer vraiment les choses. Et ça demande de le faire en face de tout le monde, ce qui socialement est compliqué. Selon les cultures aussi, ça peut varier. Les Allemands n'ont pas de problème avec ce qui marche pas, je pense. Ils ont d'autres problèmes. Ou les Hollandais. Donc... ouais, ça a cette valeur de rituel qui fait que ça devient une partie de la culture et donc ça permet de bypasser les blocages émotionnels. Donc voilà, c'est pas que intellectuel, c'est aussi social et... Non, voilà. C'est aussi social et émotionnel. Merci Philippe, très intéressant. Bon, en conclusion, cool. Riverside, il y a un décalage, on utilise un nouvel outil Riverside, je pense qu'il y a un petit décalage, on s'est un peu coupé, un peu plus que d'habitude. Dites-nous si vous préférez le format, même si je l'ai coupé en plein milieu, et puis on va continuer à améliorer en continu, 1% à chaque épisode, et peut-être que dans 300 ans, on aura fait x30 sur la qualité des podcasts. Si j'ai bien tout compris. Allez, à la semaine prochaine peut-être, ciao. À plus, à la semaine prochaine, bye bye.